sommes réunis dans le cadre des activités de l'association Le Cercle du 17 janvier. Alors, pour ceux qui ne sont pas membres, hein, c'est une association loi de 1901, mais c'est surtout une société de gens de bien. Alors, vous pouvez en croiser dans les gares, de ces gens-là, de ces gens de bien-là, mais c'est parce qu'ils viennent à Rennes-le-Château. Aujourd'hui, notre ami Michel... Philippe, pardon, Michel, oui. Je suis encore un peu stressé, je te demande pardon. Nous fait l'amitié de venir nous présenter le fruit d'un travail sur Nostradamus, mais ça, après, je vais te laisser la parole. Je te passe le flambeau. Je te remercie, Alain. Donc, je me présente. Je m'appelle Philippe Duquesnoy. Il y a longtemps que je traîne dans le coin. Hein. Il y a très longtemps que je traîne à Rennes-le-Château. Et puis, au cours d'une de mes recherches, j'ai été amené à réfléchir et à travailler sur un aspect de l'affaire de Rennes-le-Château qui est original, qui est particulière, et qui est Nostradamus, donc j'ai appelé ça Nostradamus et Rennes-le-Château. Hein, parce que, bon voilà, donc on va revenir une soixantaine d'années en arrière. Là, ce que vous avez sur l'écran, c'est le premier article qui est paru dans la presse régionale sur l'affaire du curé Saunière. On est en 1956, c'est un Albert Salamon qui est un journaliste, donc fera 3 articles successifs où il présentera l'affaire. Grosso modo, depuis cette époque-là, on est resté un peu dans les standards et dans le moule qui nous a imposé ce jour-là. Mais déjà, en 56, on disait que le curé au milliard, on l'appelait comme ça à l'époque, la Bessonnière, il avait découvert dans un pilier des parchemins. Et d'ailleurs, en première page, vous voyez, ces parchemins sont là. La Bessonnière, on n'a jamais su ce que c'était ces parchemins, personne ne les a jamais vus, ce qui a permis à beaucoup de monde de dire tout et n'importe quoi. Mais ça a permis à beaucoup de monde de raconter des histoires en partant de ces parchemins. Et à l'époque où, ici à Rennes-le-Château, on commençait à creuser, on commençait à chercher le trésor de la Bessonnière, un peu plus haut, au-dessus de Paris, il y avait des gens, des romanciers, qui écrivaient un livre où on cherchait, ils racontaient aussi une histoire, ils racontaient l'histoire d'un homme qui recherchait un trésor, Roger Lemoy, et ces gens allaient plus loin. Ils disaient, Roger Lemoy a peut-être trouvé un trésor, on ne l'a jamais trouvé non plus, on ne l'a jamais vu, mais ils affirmaient que des sociétés secrètes issues des Templiers continuaient à vivre parmi nous et continuaient à protéger ce trésor, à protéger ce qui avait été caché à Gisors, parce qu'on est là-bas, on est à Givors. Ces gens, Gérard de Sède, on l'a appelé malheureusement, on a appelé ces gens-là la fine équipe. Je crois que c'est pas très gentil, parce que ce sont des gens qui nous ont fait rêver, d'ailleurs, qui continuent à nous faire rêver. Donc ils étaient plusieurs, et ces gens sont venus à Rennes-le-Château et ont écrit le fameux Trésor maudit de Rennes-le-Château ou l'or de Rennes. Donc ça a été écrit en 1967. Ça reprenait l'histoire qui avait été racontée en 1956 par le journaliste, et entre 56 et 67, il y avait des gens qui étaient intervenus et qui avaient raconté d'autres histoires. Mais eux racontaient une histoire bien précise. Ils disaient qu'à Rennes-le-Château, il y avait certes un trésor, il y avait certes le trésor de la Bessonnière, mais il y avait aussi des documents, des parchemins qui prouvaient l'existence d'une dynastie cachée, cette fameuse lignée mérovingienne. Cette lignée mérovingienne, elle démarre tout de suite en 1967. Alors, dans le château, ici, le château a été un endroit stratégique de la réflexion des gens, notamment Pierre Plantard, qui a émis cette théorie. Et ces gens-là, en même temps que leur livre, puisque le livre, l'or de Rennes, il y a eu pas mal de documents dont personne ne croit une minute qu'ils soient vrais, qu'ils soient authentiques, qu'ils soient historiques, mais il y a eu beaucoup de documents qui ont été publiés et qui ont été déposés à la Bibliothèque nationale pour supporter, pour un peu donner de la valeur à leurs écrits. Notamment cette liste des membres, des grands maîtres du prieuré de Sion. Le prieuré de Sion étant la société secrète ultime, cette société secrète qui protégeait donc cette lignée qui aurait vu le jour, alors qui n'aurait pas vu le jour à Rennes-le-Château, mais qui aurait été cachée très longtemps à Rennes-le-Château et qui perdurait par l'intermédiaire des seigneurs de Rennes. Et dans la liste
de ces grands maîtres, alors il y a tout et n'importe quoi, hein. Ça va de Jean Cocteau à Léonard de Vinci, à Sandro Botticelli. Personne ne donne une once de crédit historique à cette liste. Il est bien évident que le prieuré de Sillon, pratiquement, n'a jamais existé depuis cette époque-là. Hein. Il existe, effectivement, il y en a d'ailleurs beaucoup, mais c'est très très récent. Mais quand on étudie chacun des grands maîtres, parce que tous ces gens ont vécu, quand on les étudie, que ça soit le roi René, que ça soit Léonard de Vinci, Sandro Filippelli, c'est Botticelli, Charles Nodier, Charles de Lorraine, tous ces gens-là ont eu des rapports privilégiés avec une lignée particulière qui est la lignée des Habsbourg. Donc, cette liste est fausse, elle n'est pas historiquement documentée, elle n'est pas pertinente historiquement, mais d'une manière romanesque, et pour appuyer une théorie, une thèse et un mythe qu'on veut mettre en place, elle est très bien faite. Chaque grand maître a été choisi avec pertinence et avec précision. Il n'y a qu'une erreur. Une seule erreur, c'est à ce niveau-là. Ici. Ferdinand de Gonzague. Parce que lui, il est donné grand maître de 1527 à 1575. Or, il est mort en 1557. Il est mort en 1557 à Bruxelles. Il est mort à la suite d'une blessure qu'il a reçue à la bataille de Valenciennes. Donc il est mort. Ce qui fait qu'entre eux... Et là, il y a une erreur. Quand on voit la précision avec laquelle a été faite la liste, il faut se dire que cette erreur, elle est, à la limite, elle est faite exprès. On a prolongé la vie de Ferdinand de Gonzague pour des raisons précises. Ces raisons ont été données par le grand maître du prieuré de Sillon de l'époque, c'est-à-dire dans les années 70, à la mort de Ferdinand de Gonzague, c'est Nostradamus qui est devenu grand maître du prieuré de Sillon. De 1557 à 1566, date de la mort de Nostradamus. Il y a encore une plaque à Turin, une maison. Là aussi, je ne donne aucune valeur historique à cette plaque, mais la plaque existe, où on prétend que c'est lors d'un convent qui a eu lieu à Turin, pardon, pas à Milan, que Nostradamus a été élu. Donc Nostradamus est grand maître du prieuré de Sillon. Ici, je vous ai mis un texte qui dit, donc ça c'est un texte qui vient d'une revue ésotérique, il y en a eu beaucoup, hein, qui ont précédé l'Ordre de Rennes. Les gens qui ont écrit l'Ordre de Rennes étaient férus d'ésotérisme, étaient férus de toutes ces revues occultistes, notamment Gérard de Sède et bien sûr Pierre Plantard. Et dans cette revue, on prétend, et donc c'est pas n'importe quel ésotériste, puisque c'est Piob, hein, Piob qui au début du siècle dernier faisait des conférences à Paris sur Nostradamus, qui était très suivi. Hein, Pierre Piob a eu une influence énorme sur tout le mouvement ésotérique et tout le mouvement hermétiste français. Piob, Vincenti Piob, attribue à l'ordre du Temple la rédaction des centuries de Nostradamus, dont les directives devaient être mises en œuvre par la franc-maçonnerie. Bon, on laissera les raisons par qui devaient être mises en œuvre, les soi-disant, comment dirais-je, prophéties de Nostradamus, mais on va s'arrêter au fait que les gens qui ont créé l'affaire de Rennes-le-Château, qui l'ont créé dans sa dimension ésotérique, dans sa dimension occultiste, hermétiste, ces gens pensaient que Nostradamus n'avait pas écrit les centuries, il ne les avait simplement que transmises. Et que ces centuries comportaient un message templier. C'est ce qu'il disait, ce texte date des années 40, hein. Ça a été redit ensuite dans la revue Atlantis, ça a été redit par tous les gens qui faisaient la revue Atlantis, et je veux parler de Gilles, de Jacques d'Arès, de Héron de la Chênaie, tous ces gens-là affirmaient que le message des Templiers était contenu dans le livre de Nostradamus, et que ce n'était pas Nostradamus qui l'avait écrit. Il n'avait fait que le transmettre. Du coup, voilà Nostradamus, hein, vous voyez, 1503-1566, il a eu un fils, César de Notre-Dame, un frère, Jean de Notre-Dame, sont les deux personnes de sa famille qui sont également connues, et la première édition des Centuries a été écrite en 1555. 353 quatrains simplement, et le reste suivra. Donc ça, c'est les Centuries. Les Centuries, c'est un recueil de poèmes, hein,
pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que des quatrains, il n'y a rien d'autre. Hein, il y a 1000 quatrains. Ça, c'est ce livre-là qui serait porteur du message des Templiers. Selon les gens, je dis bien, selon les gens qui ont mis en place l'affaire de Rennes-le-Château. Voilà les centuries, comment ça se présente. Hein. Donc il y en a 10, 200, 180. On va rentrer maintenant dans le texte des centuries. Je vais peu parler de Nostradamus, très peu parler de Nostradamus. Je vais surtout parler de son livre. C'est dans son livre qu'on va chercher la vérité. C'est dans son livre que les gens, encore une fois, Gérard de Sèvres, Pierre Plantard, pas Philippe de Cherizet, mais d'autres encore, à Rennes-le-Château, ont prétendu donc qu'on allait trouver la vérité sur ce message. Ce monsieur, c'est un monsieur qui s'appelle Rudy Cambier, c'est un philologue qui est un spécialiste, donc c'est un Belge, c'est un philologue belge spécialiste de la littérature du Moyen-Âge. La petite littérature, comme il dit. Vous savez, au Moyen-Âge, il y a des grands textes, il y a la chanson de Roland, il y a la chanson de Renard, il y a la chanson de... Il y a les Fabliaux, il y a le Conte du Graal, et aussi il y a des petits textes qui sont beaucoup moins connus, qui servent par exemple au miracle qu'on danse sur les parvis des cathédrales. Et c'est un spécialiste de ces textes-là. Donc il connaît bien la littérature du Moyen-Âge. Et il va un jour dans une bibliothèque, quelqu'un lui dit « Est-ce que tu connais Nostradamus ?» Il dit « J'ai entendu parler de Nostradamus. » C'est un livre de Jean-Charles de Fontbrune, qui n'est pas le livre de Nostradamus. C'est un livre qui reprend des quatrains et qui traduit ces quatrains, qui les explique, qui dit Nostradamus a voulu dire ça, Nostradamus a voulu dire ça. Donc il ouvre le livre et il tombe sur ce quatrain-là. Un empereur naîtra près d'Italie, qui à l'Empire sera vendu bien cher, diront avec quels gens il se rallie, qu'on trouvera moins prince que boucher. Bon, il dit, je ne connais pas Nostradamus, et à côté de ça, évidemment, Jean-Charles de Fontbrune explique, c'est Napoléon. Hein, Napoléon est annoncé par Nostradamus, donc 350 ans avant. Il est né près d'Italie, alors que la Corse, c'est pas forcément près d'Italie. Bref, Rudy Cambier explique, il dit, je ne sais pas qui est Nostradamus, mais je sais que la personne dont on parle là, ce n'est pas Napoléon. Simplement parce que Napoléon n'est pas encore né, c'est l'empereur Frédéric II. Et il explique que lui, Frédéric II, il est vraiment près d'Italie. Il est né à Ancône, hein, c'est la frontière d'ailleurs de l'Italie de l'époque. Il est né à Ancône. L'Empire sera vendu bien cher. C'est simplement... C'est un Hohenstaufen, hein, il est de la famille Hohenstaufen qui était habituellement empereur germanique. Les empereurs germaniques se partageaient entre quelques familles. Donc son grand-père, c'est Frédéric Barberousse. Bon, voilà, il descend. Par contre, l'Église, c'était une famille assez emmerdante, hein, entre guillemets. Donc l'Église ne souhaitait plus voir les Hohenstaufen au pouvoir en Allemagne. Donc ils ont tout fait pour acheter les électeurs, puisqu'à l'époque on élit l'empereur d'Allemagne, ils ont acheté les électeurs pour qu'on vote pour le concurrent de Frédéric. Ce qui fait que Frédéric n'a pas été élu empereur, c'est un autre qui s'appelle Otton Brunswick, qui est devenu empereur du Saint-Empire. Mais cet Otton Brunswick a eu le malheur de perdre la bataille de Bouvines. Ce qui fait qu'il a perdu son titre et il a fallu revoter. Et ce coup-ci, l'Église a dit, bon, maintenant on va payer les électeurs pour qu'ils votent pour... Ce qui fait qu'on a voté pour qu'il ne soit pas élu empereur, et après on a revoté pour qu'il soit élu. Et à chaque fois, l'Église et la France, on est toujours dans les bons coups, on a payé les électeurs germaniques. C'est pour ça qu'on dit que l'Empire sera vendu bien cher, et on dira avec qui il faut se rallier. On a dit aux électeurs, il faut se rallier une fois pour Frédéric, et l'autre fois pour Otton. Qu'on trouvera moins prince que Boucher, c'est ça qui fait la différence, en fait, pour Rudy Cambier, qui sait, en lisant ce vers, que c'est de lui dont on parle. Il est né quand sa mère avait 40 ans, Constance. Donc on a longtemps prétendu qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle s'est trouvée enceinte à 40 ans. Ses ennemis politiques ont exigé qu'elle s'exhibe sur le marché d'Ancône pour bien montrer qu'elle était enceinte, pour bien montrer que c'était elle qui allait donner un héritier. Et effectivement, elle était enceinte. Du coup, les ennemis politiques de Frédéric, enfin de la famille de Frédéric, puisqu'il n'est pas encore né à ce moment-là, ont prétendu qu'il n'était pas fils de son père, mais fils d'un boucher. Et on a fait des chansons
où on affirmait que l'enfant à naître était plus prince que boucher. Ces chansons, elles sont en allemand évidemment, ou en italien, mais elles existent, et c'est pour ça qu'on peut garantir que ce quatrain ne parle pas de Napoléon, ce dont on se doutait, mais il parle de l'empereur Frédéric II. Et il faut savoir que l'empereur Frédéric II, et c'est en cela qu'il y a un lien vers notre affaire, Frédéric II est considéré comme étant l'empereur dormant. Nous, en France, dans les pays latins, on a un roi perdu. C'est ce roi perdu qui serait à Rennes-le-Château et qui est caché par un prieuré de sillon magique et qui, au moment où on aura vraiment besoin de lui, va ressortir de l'ombre dans laquelle il a été mis. Ce roi perdu, c'est un mérovingien, après ce sera ça changera au cours de l'histoire. Mais en Allemagne, c'est un empereur endormi. Et Frédéric II est l'empereur endormi des Allemands. C'est-à-dire, la tradition allemande attend que Frédéric II se réveille pour qu'il reprenne son sceptre. Ce livre, je ne connais pas Nostradamus, mais ce livre est intéressant. Il se le procure et il va commencer à l'étudier comme un philologue. Pas comme un historien, comme un philologue. Et il est étonné de trouver dans la préface plusieurs volumes qui ont été cachés par les anciens me sont été manifestés. Et après, je les ai brûlés, donc il les a donnés à Vulcain, il les a brûlés. Que dit Nostradamus? Nostradamus dit qu'il a trouvé des volumes, plusieurs volumes anciens, cachés par long siècle, qu'il en a fait un texte, et qu'il a brûlé ensuite le texte qu'il avait trouvé. C'est Nostradamus qui l'écrit. Quand on lit la préface, ça s'appelle Lettre à César, Lettre à son fils, il n'y a aucune ambiguïté. Nostradamus dit, c'est pas moi qui ai écrit le livre. Et il donne les raisons pour lesquelles... Alors, bon, les raisons sont assez amphigouriques, c'est assez compliqué, mais la phrase que j'ai sortie là est claire. Plusieurs volumes qui m'ont été cachés longtemps et que j'ai retrouvés. Je les ai publiés et ensuite je les ai brûlés. Et il précise qu'il les a également raboutés. Ce qui veut dire, en vieux français, qu'il a transformé certains mots. À mon avis, c'est Cambier qui explique ça. Il a dû lire un parchemin assez ancien, il y avait des mots qu'il ne comprenait pas, donc il les a transformés avec des mots qu'il comprenait. Quand on parlait d'un endroit, par exemple, qu'il ne connaissait pas, il a écrit un lieu qu'il connaissait, pour rendre son parchemin, son livre, un peu plus lisible. Mais c'est clair, Nostradamus dit, je n'ai pas écrit le livre des prophéties. C'est pas moi qui l'ai écrit, je l'ai transmis. Fort de cette certitude, c'est-à-dire Nostradamus n'a pas écrit le livre, Cambier commence à rechercher des informations. Ils font une étude, je peux expliquer les raisons pour lesquelles ce logiciel, mais c'est un petit logiciel qui permettait, en étudiant des textes, alors pas de trouver qui est l'auteur, mais simplement de dire, celui qui a écrit ça, il n'a pas écrit ça. Et celui qui a écrit ça, il a pu écrire cela. Et quand on prend tous les textes de Nostradamus, il a écrit donc aussi des présages, des almanachs, des livres de recettes, il a écrit des Fixins, des Alexandrins, il n'a pas écrit que ça. Et quand on compare les deux préfaces qui sont dans son livre-là, dont on est sûr qu'elles ont été écrites par Nostradamus, on prend les deux préfaces comme base, et on étudie les autres livres de Nostradamus. La réponse est claire. Les préfaces, c'est évidemment Nostradamus. Les livres de recettes, c'est effectivement Nostradamus. Les présages, c'est 50%, 50-50. Mais dans les présages, on trouve des quatrains des centuries. Il a pris des quatrains qui sont prises de là. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit, la machine dit, on ne sait pas encore. Les Fixins, on dit que c'est Nostradamus. Là, c'est un peu spécial, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais les Fixins, c'est Nostradamus. Les centuries, c'est pas Nostradamus. La machine ne reconnaît pas. Elle ne reconnaît pas les mots, elle ne reconnaît pas les styles, elle ne reconnaît pas les phrases. Les Alexandrins, c'est Nostradamus. Il a écrit aussi des poèmes en alexandrin. Donc, c'est une étude informatique, alors elle vaut ce qu'elle vaut. Elle ne dit pas, la machine ne parle pas de Nostradamus. Elle dit, celui qui a écrit ça, il a écrit ça. Celui qui a écrit ça n'a pas écrit ça. Ressort, elle dit d'un côté, hors centurie, hors le livre qu'on étudie, il y a des mots comme sensu, par exemple. 8 fois c'est noté. Bon, c'est un mot qui est particulier, sensu. Quelqu'un qui parle de sensu 8 fois dans tous ses livres, il n'en parle pas dans les centuries. Crocodile, éléphant, olivier, griffon, qui sont des mots typiquement provençaux,
bon, pas crocodile et éléphant, mais il y avait des crocodiles et des éléphants en Provence, il n'y en avait pas dans le reste de la France. Par contre, De Nuit, qui est vraiment typé, moyenâgeux, temple, empire, royal, république, vous voyez les occurrences, c'est 5 dans les centuries, 0 de l'autre côté. Temple, 43. Voilà. Donc, les mots, les formules, la grammaire, le style des livres de Nostradamus nous montrent également que les centuries, c'est un livre spécial et que c'est un livre qui a été trouvé et qu'on a transmis. Voilà. Ce livre n'est pas de Nostradamus. On va dire, c'est quoi cette histoire? Le livre n'est pas de Nostradamus, il est signé de Nostradamus. Pourquoi? On va essayer de trouver quand le livre a été écrit, où il a été écrit, pourquoi il a été écrit, par qui il a été écrit, et comment il est arrivé dans les mains de Nostradamus. Et nous allons pouvoir répondre d'une manière précise à toutes ces questions, simplement en étudiant le texte. Parce que dans le texte, on va trouver des scories, on va trouver un Urtext, disent les Allemands, un sous-texte de celui qu'il a véritablement écrit. La première chose qu'il fait, ça c'est un quatrain. Un quatrain, un vrai quatrain de Nostradamus. J'ai mis exprès parce qu'il y a une comète qui passe en ce moment. Plutôt, alors on peut dire n'importe quoi. Quand la comète arrive, il y a une horrible défaite, on va parler de la guerre en Ukraine, et on peut dire n'importe quoi avec ce quatrain de Nostradamus. C'est pour ça que je l'ai mis. Mais c'est surtout pour vous montrer, ça c'est un quatrain de Deschamps, qui est quelqu'un du Moyen-Âge, il vit au XIVe siècle, corps monstrueux, horrible à regarder. C'est vraiment le style, puis tout à coup, la vengeance, on verra. Le style de Deschamps et le style qu'on trouve dans le livre de Nostradamus est plus ressemblant qu'un texte ici, un poème. Amour qui de ce jour-là, si grande beauté vit, dans un marbre en mon cœur d'un trait les écrivit, c'est du Ronsard. Ronsard est contemporain de Nostradamus. Donc on se dit pourquoi Nostradamus n'écrit pas comme Ronsard? Et pourquoi Nostradamus écrit comme quelqu'un qui vivait 250 ans avant lui? Donc on se dit, regardez les mots par exemple. Vengeance, c'est écrit encore V-E-N-G-S-E, il changera après. On l'écrit pareil, vengeance. L'accent circonflexe qu'on met sur to maintenant, tost, il est encore ici, on va dire, on parle de l'escripture, la beste à deux dos. Vous voyez, le texte de Nostradamus ressemble à un texte du Moyen-Âge. Le français, vous le savez, ça vient du latin. L'adjectif grand, en latin, était invariable. Ça se disait grandis, que ça soit en féminin ou masculin. En vieux français, il est resté invariable. Et d'ailleurs, il s'écrivait avec un T. On retrouve encore dans certaines expressions, comme grand hôtel, grand ami. Ça s'écrit pourtant avec un D, mais on dit grand ami, grand hôtel. Voilà. Donc ça s'écrivait avec un T. Après, rapidement, on a mis un D. Mais c'était toujours neutre. Ni masculin, ni... C'était toujours grand, on ne le mettait jamais au féminin. Et dans tout le texte de Nostradamus, des Centuries, il y a 473 grands en tout. C'est le mot le plus qu'on trouve le plus. Il y en a 162 au féminin, donc 311, je crois, au masculin. On ne va pas s'intéresser au masculin, puisque le masculin est neutre. En français, c'est la même chose. Mais au féminin. Sur les 162 mots féminins, il y a 98 erreurs. C'est étonnant, dans un même livre, de trouver le même mot quasiment une centaine de fois mal orthographié. Sur une histoire de genre, masculin, féminin. Même pas une faute d'orthographe. Masculin, féminin. Donc j'ai mis deux vers des Centuries. Feu approché de la grande cité neuve. C'est bien féminin, mais il n'y a pas de E là. Pourquoi? Parce que c'est un décasyllabe. C'est une poésie, les Centuries. C'est en décasyllabe, comme la chanson de Roland. Il y a 10 pieds. Si on rajoute un E ici, on aura 11 pieds. Feu approché de la grande cité neuve. On ne peut pas corriger. Nostradamus ne peut pas corriger la faute. À la Renaissance, quand il écrit, on n'est plus au Moyen-Âge. Là, on met grand 2 et grand. Donc quand il lit, il voit qu'il y a une fois, il veut corriger, il dit si je corrige là, il y aura une erreur dans le vers. Donc il ne corrige pas. Dans l'entre-vers ici, peste est bien féminin, gousse est bien féminin, la grand gousse, on ne met pas de E. Pourtant, il va mettre un E ici. Pourquoi? Parce que là, on est à la césure
peste si grande. Donc là, on peut mettre un E sans que ça intervienne sur la longueur du vers. Le rythme du décasyllabe restera de 10 avec le E à la césure, mais si on le met là, il retrouvera 11 pieds. Voilà pourquoi il ne corrige que quand il le peut. Ouais, mais il y a 98 fois où il ne peut pas corriger. C'est dans ce cas-là et dans ce cas-là. Que ce livre a été écrit à une période où grand était invariable, au Moyen-Âge, mais qu'il a été corrigé par quelqu'un qui vivait à la Renaissance, où là, il n'était plus invariable, où là, le français avait évolué et où on utilisait le féminin et le masculin. On ne peut pas imaginer qu'il fasse 98 erreurs. Les 98 erreurs, elles sont toujours hors de la césure. Quand il y a la césure, il corrige. Quand il n'y a pas la césure, il ne peut pas corriger. Même chose. Le sujet pronominal, là aussi, le latin, il y a ce qu'on appelle, il n'y avait pas de sujet pronominal, c'est comme en espagnol. En espagnol, on ne met pas soy capitaine, c'est-à-dire je suis capitaine, je suis capitaine. Hein, c'est pas, on met pas de pronom. On peut en mettre, mais généralement on ne met pas de pronom. Au latin, on ne mettait pas de pronom non plus. Ce qui fait, mais un peu à la fois, l'évolution du français fait qu'on commence à mettre des pronoms. Là, on avait pris un texte, on a pris la période moyenâgeuse et la période de la Renaissance. Là, je vous ai mis deux auteurs de la Renaissance. Ils sont exactement contemporains. Maurice Sèvres, qui a écrit des livres, et Nostradamus, qui a écrit les Centuries. La différence est énorme. On trouve 1033 sujets pronominaux dans la Délie et 29 dans le texte de Nostradamus. Encore une fois, deux auteurs de la même époque devraient parler de la même manière. Or, il y en a un qui parle comme on parlait au Moyen-Âge et l'autre parle comme on parle de son temps. L'invention du bleu. On a longtemps cru que les Romains et les Grecs étaient daltoniens parce que personne ne parle de bleu. En fait, le bleu était très difficile à faire. Par exemple, un beau bleu, c'était très difficile. Il fallait du lapis lazuli. Il fallait aller chercher très loin. Donc, il y avait peu de bleu en Empire romain. Et il y a eu peu de bleu dans les premiers siècles du Moyen-Âge. Le bleu a commencé à intervenir quand on a commencé à planter du pastel, que ce soit à Toulouse ou à Amiens. On a connu des bleus un peu plus beaux. Ce qui fait que vers le XIIe, XIIIe siècle, le bleu a commencé à se trouver sur les peintures, on en a parlé, pour arriver à la Renaissance où le bleu est roi. Tout est bleu à la Renaissance, les rois sont habillés en bleu, la Vierge devient bleue, les cartes marines, alors que la mer était grise et verte, avant elles deviennent bleues, la mer devient... Alors pourquoi je mets ça? C'est parce que dans les centuries, on trouve une fois le mot, et même pas bleu d'ailleurs, le mot azur. Alors qu'on trouve le vert, qu'on trouve le rouge, qu'on trouve le noir, qu'on trouve le blanc. Encore une fois, ce qui prouve que ce texte a été écrit à une période où le bleu n'était pas à la mode, où personne ne portait du bleu, où le bleu était même maudit, on disait que c'était la couleur du démon. Alors qu'au moment de la Renaissance, le bleu, si ça avait été écrit à ce moment-là, on aurait dû parler du bleu, comme on parle du rouge, comme on parle du noir, comme on parle du blanc, dans le texte. Encore une fois, l'accord de grand, le pronom sujet, le point virgule, j'en ai pas parlé, mais ça dit la même chose. Le point virgule est inventé en 1500. Or, il n'y a aucun point virgule dans le texte des Centuries, ce qui fait que, comme il s'est publié en 1555, on aurait dû trouver quelques points virgules. Or, il n'y en a aucun. La césure épique, c'est ce que je vous ai dit, la césure épique est typiquement moyenâgeux. Hein, la chanson de Roland, par exemple, est en césure épique. Et le style des quatrains, c'est ce que je vous disais, des chants. Tout porte à croire que ce texte est médiéval. Tout porte à croire, quand tu as écrit ce texte, je posais comme question, il a été écrit au Moyen-Âge. Maintenant, on va essayer de savoir où il a été écrit. Le lieu où Leï et Skelde se marient seront les noces longtemps maniées. Au lieu d'Anvers la Crapchari, jeune vieillesse qu'on porte à taminer. C'est également un quatrain. Évidemment, c'est que des quatrains tirés de ça, du texte de Nostradamus. Alors pourquoi je vous l'ai mis? Leï et Skelde, ce sont deux petites rivières du nord de la France. Le Skelde est connu, c'est l'Escaut. On connaît généralement l'Escaut.
La Leie, c'est une toute petite rivière, ça s'appelle la Lys. Une rivière que personne ne connaît, même certaines personnes du Nord ne connaissent pas la Lys. Or, Nostradamus, visiblement, lui, les connaissait. La Leie Esquel, vous voyez, l'Escaut et la Leie, qui se rejoignent donc à Gand, c'est le château des comtes de Flandre. Donc c'est déjà étonnant, dis-je, que Nostradamus connaisse ces deux rivières. Ce serait étonnant en plus qu'ils les connaissent leur nom en néerlandais. C'est pas maintenant, on est à la Renaissance, c'est compliqué, on n'a pas de livre, on ne dispose pas de moyens de communication qui permettent de demander comment s'appellent de petites rivières. Mais en plus, c'est pas du néerlandais pur, c'est du patois de Gand. Même les gens de Néderlande, de Hollande, ne connaissent pas ce nom. Ça s'appelle pas Leie et Skelde, c'est même pas les noms néerlandais. Ce sont les noms d'un patois local, du patois de Gand. Comment est-ce possible qu'un Provençal du XVIe siècle connaisse le nom de deux petites rivières du nord de la France qui se trouvent, c'est même pas le nord de la France, c'est la Belgique et la Hollande, qui se trouvent à 1000 km de chez lui, dans un langage que personne ne connaît, hormis les gens qui habitent là-bas. On peut penser que c'est quelqu'un qui habite dans cette région qui a écrit ce texte. Alors, pour revenir toujours à notre histoire de Rennes-le-Château, et pourquoi il y a ces quatrains surtout, ça c'est le château des comtes de Gand, qui a été construit par le comte de Flandre, comte des Flandres, Philippe d'Alsace. Philippe d'Alsace, c'est le comte de Flandre à qui est dédié le comte du Graal. Donc, beaucoup d'ésotéristes du Nord pensent que l'histoire du Graal est plus attachée à ce château, parce que souvenez-vous, Chrétien de Troyes dédie son livre Le Comte du Graal à Philippe d'Alsace, celui qui a fait construire ce château. Voilà. Donc encore une fois, dans le Comte du Graal, il existe le roi pêcheur, qui est le roi, qui est le dernier roi, et c'est le début de la période de malheur où on attend le nouveau roi, celui qui viendra sauver, ce sera Arthur, qui viendra sauver, j'allais dire, la dynastie perdue. Donc c'est encore une fois un rappel à ce roi perdu, à ce roi caché, que la tradition, dont la tradition parle. On en parle effectivement dans le livre de Nostradamus. Donc, Limon des rivières, on pense que ce sera sans doute au plat pays. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus précis? Le lys d'Ossois portera dans Nancy, jusqu'en Flandre électeur de l'Empire, 9 obturés au Grand Montmorency, hors lieu prouvé décret à Clairetel. Encore une fois, un quatrain. On va s'intéresser à Flandre électeur de l'Empire. L'électeur de l'Empire, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ces électeurs qui élisent l'empereur d'Allemagne. Il y en avait, au début, ça a commencé, tout le monde votait. Après, il y en a plus, il y a eu la diète, après il y a eu la diète, après il n'y en a plus que 7. Et à l'époque de Nostradamus, il n'y a même plus d'élection, c'est héréditaire, ce sont les Habsbourg qui sont empereurs du Saint-Empire et qui le resteront jusqu'à la fin. Flandre, électeur de l'Empire. Voilà. Je vais réexpliquer pour ceux qui beaucoup connaissent. Ça, ce sont les frontières de la France et de l'Empire germanique. Souvenez-vous de l'école, c'est ce qu'on appelle l'héritage du traité de Verdun, les petits-fils de Charlemagne. Voilà. Ça se divise en 3. Ça, c'est ce qu'on appelle la frontière des 4 fleuves. L'Escaut, la Meuse, la Saône et le Rhône. Tout ce qui est à droite, on doit hommage à l'empereur. Tout ce qui est à gauche, on doit hommage au roi de France. C'est comme ça. Lothaire a été nommé empereur et il va conserver ce titre. Ce sera toujours un Lotharingien qui sera empereur d'Allemagne. Voilà. Donc, l'électeur de l'Empire, Flandre électeur de l'Empire, c'est quelque chose d'antinomique. Puisque la Flandre est du côté français. La Flandre a toujours été... Le comte de Flandre fait hommage au roi de France. Pas l'inverse. Comment peut-on parler de Flandre électeur d'Empire? Tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle la Flandre impériale, qui est un tout petit lieu ici, au début de Nardelin, là. Il y a 10 villages qui, pour des raisons obscures de succession, appartiennent au comte de Flandre, mais se trouvent du côté germanique. Et ça, c'est important, parce que quelqu'un qui possède un fief
Flandre impériale peut participer à l'élection de l'Empire. Et il y a d'ailleurs un Montmorency, le grand Montmorency, qui a acheté un fief dans la Flandre impériale, dans ce petit endroit de 10 villages, qui a acheté un fief pour pouvoir s'intéresser. Alors la famille de Montmorency, c'est une famille évidemment parisienne, hein, de la région de l'Île-de-France, une grande famille française, qui a acheté un tout petit, le château du Bermont, hein, qui est ici. C'est tout petit, c'est un tout petit château, mais ça lui permet de participer à l'élection de l'empereur. Ça se passe en 1210. Comment Nostradamus, 400 ans après, peut connaître, peut savoir que Montmorency a acheté un fief pour élire l'empereur d'Allemagne, qu'on n'élit plus depuis 350 ans, dans un endroit que personne ne connaît, la Flandre impériale. Personne ne connaît ça. Ça existe encore maintenant, hein. Personne ne connaît ça. Encore une fois, qui a pu écrire un quatrain comme ça, sinon quelqu'un qui habite dans cette région-là? Donc on commence. Il n'a pas écrit le livre. Le nom des rivières en patois, ça nous permet de préciser. En Flandre impériale. La Flandre impériale, c'est 10 villages. Donc là, on est vraiment, on sait d'où il vient. On sait où le livre a été écrit. Il y a de grandes chances que c'est dans ces 10 villages-là. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu la patience, parce que c'est vraiment quelque chose de pénible, hein, de lire les quatrains. C'est vrai qu'on baigne dans un univers religieux. On parle de Dieu sans arrêt, de l'Église, du temple, de Rome, bref, on parle sans arrêt. On sait que c'est un religieux qui a écrit ça. D'une part, au Moyen-Âge, hein, on a vu que c'était au Moyen-Âge, on se doute que ça a été écrit dans une abbaye. Donc on va essayer de trouver une abbaye qui est dans le secteur qu'on a déterminé, la Flandre impériale, et avec peut-être un quatrain qui va nous donner une précision. C'est le deuxième quatrain, ça. Hein. La verge en main au milieu de branches, de long, il moule et le lame et le pied. Un peur voix frémisse par les manches, splendeur divine, le divin pied s'assied. Voilà. Ça, c'est un blason d'une abbaye qui est à proximité de la Flandre impériale. C'est exactement dans la zone. Alors, ne croyez pas qu'on a trouvé ça naturellement. Hein. Il y a des personnes qui cherchent depuis 20 ans, ils sont à 25. Donc, on a étudié des tas de blasons, des tas d'abbayes, et on a réussi à trouver un blason qui correspondait aux deux premiers vers. La verge en main mise au milieu de branches, j'allais dire, la verge, c'est le bâton que donne Moïse. Hein, Moïse donne son bâton, on dit la verge en main, tu dirigeras mon peuple, hein, c'est dans l'Exode. Donc la verge, c'est la crosse de l'évêque, c'est la crosse de l'abbé. La verge en main mise au milieu de branches, il n'y a pas plus parlant. De l'onde, il moule et le limbe et le pied. L'onde, on voit que c'est de l'onde parce que d'abord c'est en argent et l'héraldique veut que ça soit de l'eau. Il y a des poissons pour indiquer que là c'est de l'eau. Il mouille. Le limbe, c'est ce qu'on appelle le limbe, c'est la bordure du blason et le pied de l'arbre. J'allais dire, c'est quasiment une description littérale. Donc, en plus, dans les centuries, on trouve un vers qui dit « Quand submerger, la classe nagera ». La classe, c'est nous, c'est le groupe. Donc, c'est quand on sera submergé, nous nagerons. La devise de cette abbaye, c'est Mersus et Mergo, submergé, je surnage. On trouve la description du blason et on trouve quasiment mot pour mot la devise. Et c'est le deuxième quatrain. On peut imaginer que l'auteur a dit, je vais d'abord, comme on le faisait au Moyen-Âge, dans la chanson de Roland, on met aussi le nom de l'auteur. Les gens cachaient leur nom. Hein, ils ne mettaient jamais ces deux intègres, on cachait son nom. Il dit dans le deuxième quatrain, je vais dire d'où j'écris. J'écris de l'abbaye de Cambron. Parce que ce blason, c'est l'abbaye de Cambron. C'est le blason de l'abbaye de Cambron. On connaît son histoire. Pour ceux qui connaissent la Belgique, l'abbaye de Cambron se trouve encore dans le parc d'attractions Péry d'Eyza, qui est un immense parc d'attractions où il y a des pandas. C'est pour ça que j'ai mis les pandas. Voilà. Et le géant, parce qu'on est dans le Hainaut, donc dans le Hainaut, il y a une tradition des géants. Le géant, c'est ce monsieur, qui est celui qu'on va essayer de découvrir maintenant, celui qui a écrit le texte. Donc on revient à la verge en main, mais là c'est le même.
Voilà, c'est pour, je vous dis, c'est pour montrer le dernier vers. Splendeur divine, le divin pied s'assied. Splendeur divine, le divin pied s'assied. Donc ça, c'est le 8e vers des Centuries. À l'abbaye de Cambron, à l'époque qui nous importe, au Moyen-Âge, et à un moment plus précis, au début du XIVe siècle, il y a un abbé qui s'appelle Yvain Près. J'ai mis ça, c'est un texte d'époque. Alors il ne parle pas d'Yvain Près, enfin il parle de Yves de Lessines, parce que c'est son nom d'abbé. Il s'appelle Yvain Près, il est devenu abbé de l'abbaye. Il a dû prendre le nom de sa ville d'origine, Yves de Lessines, mais c'est le nom de ses sœurs et de sa mère. Dite Després, Marie Després. Il s'appelle bien Yvain Près, c'est son nom. Yvain Près. Or, splendeur divine, le divin près s'assied. Le divin près s'assied. Juste après, donc on met divine, juste après on met le redivine, mais on met le divin près s'assied. J'ai signé mon texte. J'habite à l'abbaye de Cambron, je m'appelle Yvain Près. Quand on étudie les mots des Centuries, il y a 185 000 mots dans les Centuries. C'est facile maintenant avec comment les offices, il est marqué combien de mots. Divin est écrit 8 fois. 2 fois là, et 6 fois dans les vers. 6 fois dans tout le livre. Chaque fois que divin est écrit, il est toujours associé à verbe. Donc on parle divin verbe. Le divin verbe. Le divin verbe. Le divin verbe. Là, on mettra l'esprit divin. Le divin verbe. Ou esprit divin. Donc, chaque fois qu'on trouve divin, on trouve verbe qui est associé. Verbe, ça veut dire les mots, c'est dans le texte, ça veut dire ce que dit Yvain. Et quand c'est pas verbe, c'est esprit. Donc on parle d'esprit divin, d'esprit divin. Verbe, on ne le trouve que là, dans le texte. Esprit, on le trouvera dans d'autres occurrences. Et esprit, pour remarquer, c'est l'exact anagramme de l'initiale de Yvain, près. L'esprit, ça fait I, presque. C'est l'exact anagramme. Dans le 8e vers, le divin près s'assied est déjà évident. Mais quand en plus, on s'aperçoit que les mots divin, verbe et esprit ne sont utilisés qu'entre eux, qu'ensemble, et toujours pour signer l'un à côté de l'autre, on n'a aucune. D'autant qu'on trouve un Yvain Près qui habite dans l'abbaye de Cambron, où on a trouvé le blason quasiment décrit, à cette époque-là. On peut, sans nul doute, sans affirmer, mais on peut avoir de bonnes espérances de trouver en Yvain Près le véritable auteur des Centuries. Le 10 et 40 d'avril de fait gothique, je le disais tout à l'heure, c'est la date de la fulmination de l'encyclique qui met fin aux activités de l'ordre du Temple. Ça a été très long, mais Clément V, le 22 d'avril, je crois que c'est il doit bien un spécialiste de... C'est 1307, je crois, qui fulmine donc cette... Et c'est pas pour ça que je l'ai mis là. Et là, c'est pour bien pour dire qu'on parle des Templiers, c'est la fin de... Mais on va le voir, le dernier vers. Cherchons les ors du Daman et le Felin. J'ai mis l'édition de 55 parce que c'est bien les ors. Quand vous prenez les éditions modernes, ils disent les os. Or, c'est l'original, c'est la facsimilée, c'est bien les ors. C'est pour ça que j'ai mis. Cherchons les ors du Daman et le Felin. On s'est cassé la tête pour savoir ce que voulait dire Daman et Pselin. Tout le monde a trouvé des explications et des explications. Daman et Pselin est l'exact anagramme de Dan du Saint-Temple. Dan, à l'époque, ça veut dire maître. J'ai mis la définition du Godefroy qui dit ce que voulait dire Dan au Moyen-Âge. Ça veut dire maître, sire, etc. Du Daman et Pselin, c'est l'anagramme exact. Même Philippe de Cherisay a fait moins bien en faisant le grand parchemin, parce que lui, il a laissé très bien des trucs. Dan du Saint-Temple veut dire maître du Saint-Temple. Maître du Saint-Temple. Cherchons les os du maître du Saint-Temple. Voilà ce que veut dire ce quatrain. On ne peut pas nier que ce texte ne parle pas de l'ordre du Temple. C'est impossible.
J'ai remarqué, parce que c'était l'exact, hein, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une lettre qu'il faut changer. On prend Daman et Pselin, on a donne. On sait que Nostradamus n'a pas écrit le livre, à cause de ça, on sait où c'est, on sait que c'est dans un milieu religieux, l'auteur s'est identifié, le message, ben c'est un message templier, c'est une évidence. Ce livre a sans doute été écrit à la fin de l'ordre du Temple, puisqu'on nous donne la date de la fulmination de l'encyclique, hein, on donne la date, et Yves de Lessines va mourir en 1329. Donc, ça a dû être écrit entre 1310 et 1330. Donc, on sait quand ça a été écrit, on sait de quoi ça parle, et maintenant, on va essayer de savoir comment ce texte est arrivé à Nostradamus. Parce que c'est important. Nostradamus, on peut dire ce qu'on veut en cherchant des explications à l'intérieur des quatrains. À un moment donné, il faut dire, ouais, mais c'est Nostradamus qui l'a publié. Donc, comment ce bouquin a pu arriver chez Nostradamus? Alors, Andreas Papas, c'est un abbé qui est arrivé quelques temps après Yves de Lessines. Yves de Lessines meurt en 1329. Son livre, son parchemin est posé dans la bibliothèque de l'abbaye. Dans son livre, il le dit, hein, l'attendu n'est pas venu. Visiblement, il attendait quelqu'un. Il dit souvent, il parle de l'attendu ne viendra pas. L'attendu n'est pas venu. Il attendait quelqu'un à qui il devait remettre ce livre, qui devait sans doute être lisible et être compréhensible par des gens, peut-être des successeurs de l'ordre du Temple, des gens du Temple qui n'étaient pas encore, qui vivaient encore, hein, on est à l'époque de sa disparition, mais il n'est pas venu là, il le dit. Le livre est posé dans le scriptorium, lui il décède. Quelque temps après, en 1375, il y a un nouvel abbé, André du Pape, alors son vrai nom c'est André de Bruxelles, qui arrive comme successeur d'Yves de Lessines. Mais c'est en pleine guerre avec Albert de Bavière, il y a une guerre de succession dans le Hainaut, c'est assez pénible, c'est une guerre civile, donc il y a beaucoup de difficultés pour élire l'abbé. Les moines hésitent, ils savent pas, ils hésitent trop. Donc, André de Bruxelles va partir à Avignon, parce que c'est à Avignon que se trouvent les papes à cette époque-là, Clément V qui s'était installé à Avignon. Et donc on est en 1375. Donc en 1375, c'est Grégoire XI qui est pape, et lui va partir à Avignon avec beaucoup d'argent et avec des cadeaux pour acheter son élection. Alors on connaît bien cette histoire parce que ça a été raconté par les chroniques de l'abbaye de Cambron. Ce sont des moines qui ont raconté l'élection d'André de Bruxelles. Il est parti à Avignon tellement souvent qu'on a fini par l'appeler André du Pape. Hein, c'est son nom, André Pape. Il est enterré sous ce nom-là, Andreas Papa. Il avait pris beaucoup d'argent et des cadeaux dans l'abbaye, ce qui fait qu'il y a eu un contrôle des cisterciens et il y a eu un rapport. Bon, il est resté abbé malgré tout, mais on sait, on a les sommes qui ont été données à un tel, à un tel, à un tel. Alors, on ne dit pas combien il a donné à Grégoire. Grégoire, à l'époque, il a un jeune prélat autour de lui qui s'appelle Pedro de Luna. Et Pedro de Luna, bizarrement, son nom se trouve dans la chronique de Cambron, au niveau de l'histoire d'Andreas Papas. Au moment où André du Pape va à Avignon, le Benoît XIII, qui est Pedro de Luna, Benoît XIII est tout jeune, c'est un jeune, il n'est même pas encore cardinal, il est prélat, il travaille, il est simplement connu parce que c'est le plus grand bibliophile de l'Occident. C'est un collectionneur de livres extraordinaire, Pedro de Luna. Et le pape Grégoire XI est également un collectionneur de manuscrits anciens. Ce qui fait que les deux sont très proches et ils travaillent ensemble à la mise en place de la grande bibliothèque des papes d'Avignon, qui n'existe pas. On a quitté Rome, la vieille bibliothèque, elle est toujours au Latran. Donc, ces deux, Grégoire XI et à l'époque Pedro de Luna, j'ai mis son nom de pape parce qu'il ne viendra pas plus tard, eux, ils sont cités dans les chroniques de Cambron et on leur dit qu'ils ont reçu un cadeau. On ne dit pas qu'ils ont reçu un livre, mais tout le laisse supposer. Le pape, on ne l'achète pas pour élire
un abbé dans une province éloignée, je veux dire, c'est une petite abbaye, l'abbaye de Cambron, on ne dérange pas le pape pour ça. Mais on peut déranger le pape avec un manuscrit exceptionnel. Et les manuscrits de Cambron étaient exceptionnels. Ils étaient reconnus pour être des manuscrits d'une beauté rare. Ce qui fait qu'on peut imaginer que soit Grégoire XI, soit Pedro de Luna ont été achetés avec un livre. Avec le livre qui deviendra le livre des Centuries. À l'époque, 1375, on donne un livre, donc soit à Grégoire, soit à Pedro. André Pape retourne à l'abbaye de Cambron. On n'entendra jamais plus parler de lui, on ne parlera plus de l'abbaye de Cambron. Le livre est maintenant à Avignon. Que ça soit Grégoire ou Benoît qui possède le livre n'a pas d'importance, puisque les deux bibliothèques finiront par fusionner. On est en 1375, c'est la date où Grégoire XI décide de retourner à Rome. Il dit, ça fait trop longtemps qu'on a quitté la ville de Pierre, on va retourner à Rome, on va réinstaller la papauté à Rome. Et il confie à Pedro de Luna la logistique. Parce que c'est une logistique. Ils ont vécu 70 ans. Hein. À Avignon, ça a été très très long. Hein. C'est Clément V qui commence, là on est en 1375. Donc il y a longtemps, il y a du monde, il faut tout transférer à Rome. C'est un cirque incroyable. Le transfert se fait malgré tout dans des conditions dantesques, en bateau, ça traverse les Alpes. Bref, il y a des tas d'histoires sur le retour de la papauté d'Avignon à Rome. C'est tellement fatigant qu'arrivé à Rome, Grégoire XI, quelques temps après, meurt. C'est la vie. Bon, il meurt. Il faut réélire un pape. On élit un pape, mais les Italiens, qui sont tellement vexés, parce que tout le temps où l'Église était à Avignon, c'était des papes français qui étaient élus. Les Romains sont tellement vexés de ne pas avoir de pape depuis si longtemps qu'ils imposent un pape italien. Et le conclave se fait avec des soldats autour des cardinaux qui doivent voter. Un pape est élu, Martin V, mais les cardinaux s'en vont à Fondi et n'acceptent pas et revotent pour un autre pape. Ce n'est pas comme ça que se passe un synode, ce n'est pas comme ça qu'on doit élire un pape, et on refait une élection à Fondi, et on élit un pape qui sera encore un pape français, c'est Robert de Genève, hein, qui sera pape sous le nom de Clément VII, et on retourne à Avignon. Donc on n'est quasiment pas resté à Rome. D'ailleurs, le déménagement n'était pas terminé. On retourne à Avignon, on réinstalle la curie à Avignon. Robert Genève finira par mourir. C'est le dernier pape français, hein, il n'y en a jamais plus eu depuis. Et c'est notre ami Benoît XIII qui est élu. Ce qui fait que la bibliothèque papale et la bibliothèque personnelle de Pedro de Luna, qui représente une somme extraordinaire de livres, et surtout des livres de valeur, est réunie entre les mêmes mains. Benoît XIII n'est pas quelqu'un de facile. Pedro de Luna est vraiment un pape exceptionnel, c'est un pape exceptionnel, mais c'est une personnalité assez compliquée, assez clivante. Alors le pape a le droit de se fâcher avec tout le monde quand il n'y a qu'un pape. Mais quand il y a deux papes, ben, ça encourage celui qui se fâche d'aller voir l'autre. Donc le roi de France qui demande un divorce ou n'importe quoi, Benoît XIII refuse, il dit c'est rien, je vais demander à celui qui est à Rome. Ce qui fait qu'il perd peu à peu tous ses appuis. Il fatigue tout le monde en Europe, tant et si bien qu'on lui demande de démissionner. Il refuse évidemment, le roi de France met le siège devant Avignon et force Benoît XIII à partir. Sa fuite est encore une fois, elle est homérique, hein, ils s'en vont par le comtat vénessin, ils arrivent à Marseille, ils s'installent à Marseille. À Marseille, ils sont obligés de partir, on l'appelle le pape de la mer. Il est avec la curie, sa bibliothèque, le trésor de l'église sur des bateaux au milieu de la Méditerranée. Plus personne ne veut de lui, mais il reste fidèle. J'ai été élu, j'ai été choisi par Dieu, il n'y a aucune raison que je démissionne, je resterai fidèle au poste. Bon, ça ne peut pas durer, c'est un Aragonais, le roi d'Aragon lui permet de s'installer à Peñíscola. Peñíscola, c'est une ancienne citadelle templière, hein, qui est située en dessous de Barcelone. Et pour ceux que ça intéresse, c'est là qu'on a tourné beaucoup de scènes de Game of Thrones. C'est le château des Lannister et autres... enfin bref, il s'installe là-bas et il deviendra le pape Pedro de Luna,
le pape de Péninscola. Il y a un pape à Rome, et tout le monde tient compte des avis du pape de Rome. Il n'y a que lui qui est là-bas, qui fulmine, qui voue le monde aux gémonies, et qui collectionne des livres. Il a une bibliothèque absolument extraordinaire, qui fait l'envie, j'allais dire, de toutes les cours européennes, mais il n'a plus de pouvoir. Il finit par mourir, Pedro de Luna, bien sûr, très très âgé, mais il finit par mourir. L'Église dit enfin, on est tranquille. Ils envoient un légat pour récupérer tout ce qu'il y avait là-bas, la bibliothèque, le trésor, les habits sacerdotaux, les calices, la richesse, la tiare. C'est une fortune. Il y a Michel Touzeau qui a fait un livre sur le trésor du pape catalan. Il dit toutes les richesses qui avaient été emportées à Péninscola. C'est exceptionnel. Pedro de Luna, dernier pied de nez à l'église, juste avant de mourir, il nomme 4 cardinaux qui eux-mêmes se réunissent en conclave et élisent un pape. Clément VIII. Donc, c'est toujours pas réglé. Le légat arrive, il y a toujours un pape, et le roi d'Aragon continue à le protéger. Mais il lui donne plus de sous. Il dit, vous pouvez rester là, enfin bon, pas comme ça, mais il peut rester, mais on lui coupe les vivres. J'allais dire que Clément VIII se retrouve avec sa Bible et son couteau. Grosso modo, c'est ça. Ça comme ça. Donc, il n'a plus d'argent. Le légat du pape est à la porte d'Aragon. Il attend l'autorisation du roi d'Aragon pour entrer. Et pour vivre, Clément VIII vend la bibliothèque de Pedro de Luna. Pour payer son couronnement, pour payer les gardes suisses, pour faire vivre simplement la cour, pour manger, ils vendent toute la collection des livres qui a été constituée depuis 70 ans par les papes d'Avignon, par Clément XI, qui était un collectionneur, et par Pedro de Luna. Et on espère que notre livre est toujours dedans. Mais tout est vendu quasiment. Bon, on arrive à trouver un accord avec Clément VIII, on lui donne un évêché, il démissionne, le légat du pape peut entrer en Aragon pour récupérer ce qu'il y a à récupérer. Ce légat, c'est Pierre de Foix. Pas loin d'ici, hein, c'est quelqu'un de la famille de Foix. Vous voyez que la bibliothèque pontificale Avignon Péninscola, pendant le grand schisme d'Occident dans la dispersion, inventaire et concordance, c'est écrit par Marie-Henriette, Julien de Pomerol et Jacques Monfrein, qui sont tous les deux de l'école des Chartes, qui ont fait un livre exceptionnel, mais enfin il y a 3-4 volumes énormes, sur cette bibliothèque, tellement elle est légendaire dans le milieu, j'allais dire, des bibliophiles et des collectionneurs d'ouvrages rares. Pierre de Foix, c'est sans doute pour ça qu'il a été choisi, est également un collectionneur de livres. Pierre de Foix, il a été nommé cardinal par Pedro de Luna, par Benoît XIII. C'est lui qui est chargé par le pape pour aller récupérer ce qu'il y a à récupérer. Il arrive à Péninscola, il récupère donc les meubles, il envoie tout à Rome, et il reste à Péninscola, et il se fait un devoir de récupérer le maximum de livres. Il va rester 2 ans à Péninscola, et il va renvoyer chercher tous les livres qui ont été volés, qui ont été vendus, qui ont été prêtés et pas rendus, pour reconstituer plus ou moins la bibliothèque de Péninscola, la bibliothèque de Pedro de Luna. Il manquera à peu près 1200 livres, définitivement perdus. On fera un inventaire, hein, quand ça quittera Péninscola, c'est pour ça qu'on parle de ces inventaires-là. Alors, il n'est pas marqué, il y a les centuries de Nostradamus dans cet inventaire, puisqu'on est encore en 1450, un siècle avant Nostradamus. Mais il y a des items qui permettraient d'identifier ce livre. Il y a, par exemple, en langue vulgaire, ce qui veut dire c'est en français, en langue vulgaire, 3 volumes sur la fin des Templiers. Ça pourrait totalement être ce livre-là. Voilà. Mais il faut être honnête, il n'y a pas de mention précise du livre de Centurion. Mais Pierre de Foix récupère donc ces livres, et quand il a terminé sa mission, il charge ça dans des tonneaux, dans des caisses, et il retourne en France. Donc il repasse par les Pyrénées, il passe pas très loin d'ici. Donc voilà, fin du grand schisme. 1437, il est nommé évêque du Comminges, donc c'est ici à côté. 1448, Pierre de Foix, je l'ai mis parce que je sais que ça intéresse beaucoup de gens à Rennes-le-Château, c'est lui qui intervient pour l'Église lors de l'invention des reliques des Saintes Marie de la Mer, Marie Jacobée et Marie Salomé. Marie Jacobée et Marie Salomé, qui sont des demi-sœurs de la Vierge, sont arrivées en même temps que Marie-Madeleine en Provence.
hein, mais elles n'ont pas été dans... Jacques de Voragine ne parle pas d'elles, ce qui fait qu'elles ont été enterrées un peu à part. Et c'est d'ailleurs à la demande du roi René, qui est grand maître du prieuré de Sion, entre parenthèses. Voilà, c'est entre parenthèses. Et en 1459, il se lie d'amitié avec un nommé Créquas de Carcassonne, qui est courtier en grains et négociant. Voilà, c'est Pierre de Foix. On est en 1459, il est proche de la mort, il va mourir dans les années 60. Mais il se lie d'amitié donc avec ce Créquas de Carcassonne, tellement qu'il va le convertir. Donc il va convertir Créquas de Carcassonne, et il va lui donner son nom, Pierre, et il va lui demander de prendre le nom du saint qu'il admire le plus, la Vierge Marie. Et donc Créquas de Carcassonne va changer son nom, et il s'appellera dorénavant Pierre de Notre-Dame. Et c'est le grand-père de Nostradamus. Grand-père de Nostradamus, où le fils de Nostradamus, César, et le frère de Nostradamus affirment que c'est là qu'il a trouvé une bibliothèque où il a pu apprendre, où il a connu l'astrologie. Donc ce grand-père chez qui Nostradamus s'est cultivé, où il a pris son inspiration, c'est le cardinal de Foix. Le testament, ici, le testament du cardinal de Foix. Le notaire épiscopal qui s'occupe de rédiger et de traiter la succession du cardinal de Foix, c'est le même notaire qui est utilisé par la famille de Michel de Notre-Dame. Dans l'ascendance paternelle de Michel de Notre-Dame, le notaire épiscopal qui traite la succession du cardinal de Foix, il est nommé 26 fois. Merci de votre attention. Bravo, merci. C'est moi qui vous remercie. Pour ceux qui voudraient donner une suite à cet entretien, je crois que quelques livres, quelques-uns de tes livres voilà. seront en vente. Voilà. Peut-être y a-t-il quelques questions? Elle est fille de... C'est Bernard. C'est Saint Bernard, qui va lui-même, qui se déplace lui-même à Trazeny, en fait. Hein. Là aussi, il y a une histoire importante, mais c'est Saint Bernard. Donc elle est fille de Clairvaux. Elle est fille de Clairvaux, elle est cistercienne tout de suite. Donc elle est offerte. Alors, les Trazeny, c'est une grande famille du Hainaut. Alors, il y a un roman de Trazeny. Le Trazeny, c'est à quelqu'un qui part en croisade. Et quand il est en croisade, on lui dit que sa femme est morte. Donc, il reste en Égypte. Il épouse la fille du sultan d'Égypte. Et quand il revient en France, il s'aperçoit que sa femme n'est pas morte. Donc, il y a toutes les interrogations qui se posent. Est-ce qu'il a menti? Mais il s'arrange tellement qu'ils vivent à Troyes et qu'ils sont enterrés à Troyes. À Troyes, dans le même cercueil, dans une abbaye, pas cistercienne là, une abbaye à côté de Trazeny, puisque c'est Gilon de Trazeny ce nom. Et donc Gilon de Trazeny, c'est lui qui donne une terre à Bernard de Clairvaux pour construire l'abbaye de Cambron. Donc elle n'a jamais été bénédictine, elle a tout de suite été cistercienne. Alors, ça aussi c'est long, mais pour ceux qui connaissent le nord de la France, à la frontière belge, il y a une ville qui s'appelle Bavay. Bavay, c'est l'ancienne capitale, c'est l'ancienne Belgis, c'est l'ancienne capitale, et Bavay présente une particularité, c'est qu'il y a les 7 chaussées Brunehaut quittent Bavay en ligne droite sur 150 km. Donc on dit que ce sont des voies romaines, parce que les Romains ont repris ces chaussées Brunehaut, comme on les appelle, les ont réadaptés, les ont transformés en voies romaines. Mais en fait, c'était des chemins qui datent de bien plus longtemps, puisque ces chemins sont balisés par des mégalithes, par des dolmens, par des menhirs. Donc ce sont des chemins qui servaient déjà du temps de la civilisation mégalithique. Donc ce sont très vieux chemins, et c'est là que Trazeny, c'est assez loin de Trazeny, donne un territoire à Bernard de Clairvaux pour construire. Et je pense que c'est assez stratégique, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas de route comme maintenant. Bavay est un point de passage capital pour toute l'Europe du Nord. Toute l'Europe du Nord
passe par Bavay pour se rendre à Reims, à Paris, et toute la France passe par Bavay pour remonter dans l'Europe du Nord. Et je pense que c'est pas anodin que Bernard de Clairvaux ait demandé à ce qu'on installe une abbaye là-bas. Les chaussées Brunehaut, là, hein, le nom, bon, enfin, c'est une légende hein, qui a cours dans le Nord. Brunehaut aurait vendu son âme au diable et elle aurait demandé au diable de faire ses chaussées pour se rendre plus vite dans son empire. Mais ce sont des Mérovingiens. Hein, là, il n'y a aucun... Les Brunehaut sont des Mérovingiens. Que ça soit celle dont on parle pour ces chaussées ou ces précédentes, il y a eu des reines Brunehaut qui sont moins importantes, mais ce sont des Mérovingiens. On est au cœur de... Là, Cambron, c'est le cœur du pays mérovingien. Hein. Cambron fait partie de l'évêché de Tournai. Clovis est né à Tournai. Clovis, c'est le créateur de la lignée mérovingienne. Le descendant, celui qui aurait été enterré, hein, qui est ici, à Rennes-le-Château, c'est un descendant de Clovis. Et Cambron est exactement dans cette zone-là. Hein. C'est le Hainaut, et c'est à côté de Tournai, c'est à 20 km de Tournai. L'enquête, elle commence donc au siècle dernier avec Rudy Cambier. Hein, l'histoire que je racontais de Rudy est vraie. Hein. D'ailleurs, son livre, il a fait un livre, le dernier chemin templier. Alors avec Rudy c'est un philologue, donc tant qu'il est dans l'étude des quatrains, on est souvent d'accord. Après, lui, il donne une version, une explication que je ne suis pas trop d'accord avec. Hein. Mais bref, on a beaucoup travaillé. Le professeur Laoust, dont je ne vous ai pas parlé, mais le professeur Laoust qui a écrit donc un autre livre, Les Centuries, donc la fin d'un mythe, lui, c'est extraordinaire. Il prend les quatrains. Ce monsieur c'est un professeur d'université, c'est un géologue hein, au départ, mais passionné d'astrologie et passionné de climatologie. Et donc, dans les quatrains, on parle sans arrêt d'orage, de peste, sans arrêt, hein, sans arrêt. Donc, et d'astrologie, évidemment. Donc lui, il étudie, il reprend, quand on dit que le soleil était, ou la lune était en Sagittaire, il reprend exactement les situations au Moyen-Âge. Il regarde s'il y a eu de la climatologie, s'il y a eu parce qu'ils mettent tout, hein, les moines, ils écrivent tout sur leur livre, s'il y a eu des grêles, s'il y a eu une tempête, s'il y a eu de la neige, s'il y a eu une sécheresse, et il fait la comparaison avec les quatrains. Et il arrive à trouver une centaine de quatrains qui sont datés par l'astronomie, et qui correspondent soit aux faits historiques qu'ils décrivent, soit à la tempête qu'il y a eu à l'époque. Hein, donc tous ces gens-là travaillent depuis une trentaine d'années. Moi, je me suis plus spécialisé sur ce dont je vous ai parlé là. Et d'ailleurs, le 12 juillet, j'ai rendez-vous dans une bibliothèque, dans un service d'archives, pardon, où je pense trouver la trace du passage de ce livre avant qu'il arrive dans les mains de Nostradamus. Juste avant qu'il arrive dans les mains de son grand-père, je pense trouver... J'ai identifié, j'ai localisé le service d'archives, et le 12 juillet, j'ai rendez-vous, j'y serai. Alors peut-être que l'aventure continuera parce qu'on trouvera la preuve. Sinon, après, les quatrains, il faut tous les jours, vous faites une découverte. Chaque fois que je fais comme là, je fais une présentation pour Rennes-le-Château, donc elle est différente d'un peu que celle que j'ai pu faire, par exemple, chez Richard à l'Île-et-Bains, lors du festival Nostradamus, je fais des découvertes. Celui qui s'intéresse, qui prend le courage, il faut accepter de le lire une fois, quoi. Parce que c'est vrai, c'est ardu, c'est pas très sympa. Mais quand vous faites l'effort de lire, après, c'est tous les jours vous faites des découvertes. Et tous les jours, alors, c'est vrai, parfois vous trouvez des trucs, merde, ça va pas bien avec... Voilà. Après, il faut savoir que Nostradamus, il est intervenu dans ce livre. Nostradamus, c'est pas quelqu'un qui a pris le bouquin et qui l'a donné comme ça. Il a écrit lui-même, il a changé des mots, il a changé des phrases, il a changé des sens. Donc parfois, ça peut aller à l'encontre de ce que vous avez trouvé. Hein, mais la recherche, elle existe toujours. On a vu au début, les ésotéristes disent, et notamment Piob dit que c'est un texte qui est écrit par les Templiers pour que les francs-maçons mettent en place un plan qui est décrit là-dedans. C'est pas un texte écrit par des Templiers.
C'est un texte écrit par un cistercien pour des Templiers. C'est totalement différent. Et moi, je pense, et c'est ce qui me fait différer de Rudy Cambier, je pense que c'est un ordre du Temple revu et corrigé par un saint homme qui est proposé là-dedans. Il dit, refaites l'ordre du Temple, mais ne refaites pas ce que vous avez fait. Ne refaites pas, parce que, on raconte, c'est vrai, nous ici, qui dit les Templiers, on va tous les pardonner. Mais quand vous lisez vraiment les textes, il y avait quand même des pourritures et des ordures chez ces gens-là. Et les grands maîtres étaient vraiment loin d'être les gens qu'on pourrait croire uniquement passionnés par la défense de Dieu et de la veuve et de l'orphelin. Donc je pense que c'est ça. C'est un message qui dit, c'est pour ça qu'il attend, l'attendu ne viendra pas. Lui, il a mis là-dedans, il a dit voilà l'ordre du Temple, ce qu'il a été. Donc il va donner les défaites, les victoires par les grands maîtres. Il parle de plein de choses. Voilà ce que vous avez fait, c'est bien. Et voilà ce que vous devez faire. Comme a fait Bernard de Clairvaux. Pas Bernard de Clairvaux. Les gens qui ont créé les cisterciens ont pris l'ordre bénédictin et ils ont dit on va continuer ce qu'ont fait les bénédictins, mais on va mieux le faire. C'est le nouveau monastère. C'est comme ça que ça s'appelait au départ, l'ordre des Cîteaux, c'est le nouveau monastère. Et je pense que dans ce texte, on a les directives pour faire le nouveau temple. Je peux avoir une question. Il y a des dizaines d'inventaires qui ont été faits à différents moments de la constitution de la bibliothèque de Péniscola, de la bibliothèque pontificale. Quand on les lit, donc jamais, je vous ai dit, jamais on ne trouve la mention livre Yves de Lessines. Jamais. D'abord parce qu'Yves de Lessines ne signe pas son livre. Voilà. Et puis ensuite parce qu'on ne sait pas comment il se présentait. C'était peut-être juste un manuscrit sans précision, sans rien. Donc il ne l'a pas. Par contre, dans mon livre, Le procès Nostradamus, là je mets les facsimilés des mentions qui pourraient être les dimensions du livre d'Yves de Lessines. Je vous dis, il y a livre inconnu, il y en a plusieurs dans les inventaires qui permettent de penser que ce livre était présent. Mais c'est vrai que c'est plus la chaîne ininterrompue qui fait que le cardinal de Foix, c'est lui qui convertisse le grand-père de Nostradamus, chez qui son petit-fils va trouver son inspiration et va trouver sans doute les volumes. Nostradamus dit qu'il l'a brûlé. Il dit qu'il l'a brûlé. C'est ça. Simplement parce qu'il sait que c'est un plagiat. Il sait qu'il a trouvé le texte, voilà, il l'écrit, il le réécrit et il le brûle. C'est lui qui le dit. D'ailleurs, dans la manière dont il le dit, ça rajoute une pierre, j'allais dire, à notre réflexion. Parce qu'il dit que quand il a brûlé ce livre, il dit ça a d'ailleurs fait une flamme extraordinaire dans la pièce. C'est devenu blanc, c'est une clarté énorme. Hein, il l'écrit à la suite, on le voyait tout à l'heure là, hein, avant quand il dit je donne à Vulcain. Or, je vous ai dit que les livres de Cambron étaient particuliers. Ils étaient très beaux, très rares, très recherchés, simplement parce que leur couverture était faite avec des peaux de mouton non tannées. C'était la caractéristique des livres de Cambron, c'est-à-dire que c'était de la peau de mouton qui n'avait pas été tannée. Et on a fait les expériences, quand on brûle des vieilles peaux de mouton qui sont sèches, ça fait juste parce que les phosphates sortent de la peau, je ne sais pas ce que c'est exact pourquoi, mais ça fait une flamme extraordinairement blanche. Et c'est... Alors, c'est pas pour ça, je veux dire, c'est pas la preuve ultime, mais c'est un argument. C'est-à-dire que dans le livre, par exemple, je le marque, on a fait les expériences avec une chèvrerie qui avait de vieilles peaux de chèvre, et qu'on a fait sécher, et on les a brûlés, et c'est vrai que ça donne une clarté beaucoup plus importante que quand on brûle du papier ou du bois. C'est Michel Azès qui m'a fait qui a fait la recherche, enfin qui n'a pas fait la recherche, mais qui dit que Razès, ça veut sans doute dire moine. C'était une manière à l'époque, les moines s'appelaient entre eux les rasés. Hein, les rasés, les rasés. Donc c'est sans doute ça, le fait qu'il y a des occurrences de Razès. Voilà. Après, on sait que Nostradamus connaissait la région, puisqu'il vient à Carcassonne, hein, il est venu à Agen, il est venu à Béziers, il connaît bien la région. De toute manière, j'ai bien dit, Trescas de Carcassonne, c'est des gens qui viennent d'aller, hein, ils viennent de la région, ça, il n'y a pas de souci.
Donc il devait connaître la région. C'est un travail de toponymie que fait Rudy Cambier. Ce travail de toponymie, moi je ne peux pas le faire parce que je ne connais pas la région de Cambron, où il recherche des toponymes de sa région et il essaie de les retrouver là. Et souvent il se rend compte, il dit Nostradamus, par exemple Cambérone. Cambérone, c'est le nom de l'abbaye de Cambron en latin. Quand Nostradamus lit ça, ça lui dit rien, Cambérone. Il sait quoi Cambérone? Donc il écrit Carcassonne. Il comprend que Cambérone, c'est un lieu, il ne le connaît pas, donc il va garder le même nombre de pieds, Cambérone, Carcassonne, ça a la même sonorité, et on pense qu'il le fait notamment pour Razès, où il ne connaît pas la ville de Ronce, qui est une ville juste à côté, qu'on dit Roncé en flamand, et Cambier pense et dit Razès, ça vient sans doute de là. Ça a été mes lectures de Nostradamus, il lit le texte, il se trompe, là où il ne connaît pas, donc il va mettre quelque chose que lui connaît. Pour nous, ça on est tous d'accord et on travaille depuis longtemps sur cette base-là, c'est ce qu'on appelle le visiteur des Flandres. Le visiteur des Flandres, c'est un Templier qui demande à son frère, qui est abbé de Cambron, donc c'est l'abbé qui précède Yves de Lessines, qui s'appelle Jacques de Montigny. Jacques de Montigny est abbé de Cambron, qui lui dit qu'il faut trouver une solution pour que le temple perdure. L'autre, l'abbé, il dit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit je ne sais pas, mais il faut trouver une solution. Et la discussion des trois sort, il faut écrire un livre où on va écrire l'histoire du temple telle que nous on l'a vécu. Parce que maintenant, c'est malheur aux perdus, malheur aux vaincus, vae victis. On va raconter une histoire du temple qui n'est pas l'histoire du temple. Et c'est vrai que pendant 6 siècles, on a craché sur le temple en disant que c'était des poivreaux, que qu'ils étaient sodomites, et ceci et cela. Nous, on va raconter l'histoire du temple. Et on va dire ce qu'on veut comme temple. Et c'est des cisterciens qui vont le faire. Ce ne sont pas des templiers, ce ne sont pas des hommes d'armes. Ce sont des religieux qui vont dire voilà la société qu'on veut avec le temple. Et c'est, je crois, ce message-là qui a été lu par les ésotéristes, par des gars comme Piob, avant Piob. C'est les ésotéristes, les Piob, qui réfléchissent, qui lisent ce message. Et c'est pour ça qu'ils disent que ce sont les francs-maçons qui doivent appliquer ce qui est marqué dans les centuries. Et alors, après, après ça continue. Il y en a d'autres. Il y a Lecourt, il y a Jacques Darès, il y a tous ces gens-là qui reprennent également ce message sans jamais l'expliciter. Parce que simplement, ils ne font pas l'effort d'aller chercher d'où vient le texte. Eux, ils lisent le message, mais ils ne savent pas d'où il vient. Ils croient que c'est un message templier. Ce n'est pas un message templier. Ils croient que c'est un message qui vient de la Renaissance. Ce n'est pas un message de la Renaissance. C'est un message qui vient du temps où le temple disparaît. Alors ce texte dit, selon moi, je dis c'est pas tout le monde, ça donne, il faut remettre en place le temple, il faut remettre la société telle que le temple le voulait, avec un roi, qui est ce roi perdu qu'on attend, un royaume, une religion. C'est le message principal. C'est le message des Habsbourg. Les Habsbourg, il appartient aux Habsbourg de diriger le monde. C'est ce que fait Charles Quint. Tu as lu leur Mission barbare. C'est le premier. C'est ça. C'est toujours cette obsession des barbares de vouloir conquérir le monde. Clovis est parti de tourner. Ses descendants, on est en train de le perdre. On ne va pas se cacher. Mais on a conquis le monde. On a conquis le monde alors qu'on est parti de rien du tout. Voilà. Ça, c'est le message. Le message dit aussi, voilà où se trouve... Alors, là aussi, je pense que il y a une grosse tradition dans la région de Cambron, il y a une très grosse tradition des reliques sanguines. Au Moyen-Âge, les reliques sanguines ont une importance capitale. Ne serait-ce que c'est pas le Saint-Suaire, mais on voit comment le Saint-Suaire, tout ce qui a été fait autour du Saint-Suaire. Mais les reliques sanguines, c'est très important parce que d'abord, au Moyen-Âge, c'est le temps des reliques. On ramène des bateaux entiers de reliques de Jérusalem, de Byzance, et dans chaque église, on a des dizaines
d'os qui appartiennent à des saints. Mais c'est vrai que par définition, on ne peut pas avoir de reliques ni de Jésus, ni de la Vierge, parce qu'ils sont montés au ciel. Donc ils n'ont pas laissé de corps. Ce qui fait que le sang de Jésus, ça devient la relique ultime, la plus grande relique. C'est encore une fois Philippe d'Alsace qui ramène à Bruges le 500. C'est encore fêté en ce moment. Il faut aller à la procession du 500 à Bruges. Hein, ça va être bientôt, hein, c'est au mois de mai ou au mois d'avril, là. C'est extraordinaire. Donc il y a une dévotion pour le 500 dans cette région-là. Alors je n'ai pas la slide, mais j'ai sur une carte tous les endroits où il y a des traditions de possession du 500. Je crois, de Boulogne-sur-Mer, par exemple, la mère de Godefroy-de-Bouillon. Voilà. Voilà, la mère de Godefroy-de-Bouillon. Donc déjà le Saint-Sépulcre, déjà les Templiers, déjà les croisades. Ouais, Boulogne, évidemment. Et donc il y a énormément de reliques sanguines dans cette région-là qui sont amenées, d'ailleurs, la plus importante est ramenée, c'est étonnant, par l'ancêtre de Philippe de Cherizet, qui a un rapport direct, pour le coup, avec notre affaire. Et je pense que dans le livre, il y a pas mal d'indications sur l'endroit où on trouve le vrai sang du Christ. Alors, c'est comme Marie-Madeleine, je veux dire, les chrétiens y croient, bon, moi je ne crois pas tellement, même pas du tout, mais par contre, je crois que Yves de Lessines, lui, était persuadé que certaines reliques n'étaient pas bonnes, étaient fausses, et que certaines reliques étaient vraies, et que ces reliques venaient vraiment du corps du Christ. Et dedans, il y a des indications sur ça. Donc voilà. Donc c'est l'histoire du temple, hein. On parle des batailles du temple, on parle des croisades, on parle de la fin du temple, on parle... Il y a un article de Gilles, je ne sais pas si vous connaissez Gilles. Gilles, il écrit dans un numéro d'Atlantis, il relève 76 quatrains qui parlent, mais sans même faire de recherche ésotérique, rien du tout. Il prend les quatrains, il dit voilà, ça parle de telle bataille où le temple a participé, ça parle de l'élection de tel grand maître. Donc beaucoup de quatrains parlent des gens du temple, on raconte l'histoire du temple, on donne son avis sur quel temple il nous faudrait, comment on doit recréer le temple, et l'objectif qui est donc un roi, l'empereur, puisqu'on est en terre d'empire, hein, quand on est en terre d'empire, l'empereur, la religion et le royaume.